Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. On va parler ce matin d'une ressource vitale pour toute vie humaine, l'eau si précieuse. Notre usage domestique augmente beaucoup trop. Et si on trouvait ensemble des alternatives pour mieux préserver l'eau, c'est notre défi du jour. Mais avant, on part retrouver Evan. Salut Evan, tu nous emmènes ce matin sur les coulisses d'une entreprise de forage. C'est ça, salut Anne Fanté, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais particulièrement aujourd'hui, puisque je joue au chef de chantier sur ce forage. Enfin, chef de chantier en devenir, c'est plutôt vous, Jean-François, le vrai chef de chantier, puisque vous êtes le patron de l'entreprise Aquasys. Vous vous apprêtez à réaliser un forage juste devant nous. Expliquez-nous déjà quel est votre cœur de métier. Donc, bonjour Evan. Donc, on a deux cœurs des métiers en entreprise qui existent depuis bientôt plus de 40 ans. On a une entreprise qui fait du travaux public avec du forage et de la géothermie, donc ce chantier en particulier. Et on a une autre activité qui est plus du bâtiment, où on installe des pompes, on fait du réseau industriel, Vous faites des fontaines. Des fontaines, cool. de la récupération de pluie. Voilà, donc on a une spécialité sur de l'eau. Alors voilà, justement, de l'eau, là, on va essayer d'aller en trouver. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à réaliser sur le chantier d'aujourd'hui ? Donc sur le chantier d'aujourd'hui, on est chez un particulier à Plouvert-sur-Anse. Ce particulier veut irriguer sa propriété. Et au lieu d'irriguer sa propriété avec de l'eau potable, eh ben, il va l'irriguer avec de l'eau souterraine. Donc c'est pour ça qu'il fait un forage d'eau. C'est un forêt, notamment pour ce genre d'usage, c'est aussi un engagement citoyen. Tout à fait, parce que quand on sait que les conditions estivales où il peut y avoir de la sécheresse l'été, quand il y a de la sécheresse l'été, il y a de l'eau qui est moins disponible. Donc au lieu de se dire d'arroser avec de l'eau potable, il se dit, moi je vais soulager le réseau d'adduction d'eau publique et il va préférer, dans ce cadre-là, faire un forage pour arroser sa propriété. Bon, si comme le client en question, vous avez envie de faire pareil, on va vous donner toutes les astuces tout à l'heure. La foreuse, j'imagine que c'est ça. C'est ça. Avant qu'on la démarre, que vos collègues la démarrent, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'état du sol en Bretagne ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau en Bretagne, de l'eau douce, parce que l'eau salée, on en a déjà plein. Voilà. Alors la Bretagne a une particularité, c'est le massif armoricain. Donc le massif armoricain, comme son nom s'indique, c'est toute la Bretagne, mais c'est au-delà. Et c'est essentiellement du schiste et du granit. Donc quand on parle d'eau souterraine, c'est pas une grosse nappe où on arrive avec une grosse fracture, une grosse caverne dans l'imaginaire collectif. La Bretagne, c'est un réseau donc, de schiste et granit et c'est un réseau de fissures, de fracturations. Et dans ces endroits vides, il y a généralement de l'eau. Et c'est facile à perforer le granit ? C'est un trou qui se tient très bien. C'est un matériau qui est très dur. Il faut le forer avec de l'outillage adéquat. Mais ça se fait très très bien. C'est adapté. Et alors, le forage, c'est justement adapté aussi pour les agriculteurs. Vous allez nous dire pourquoi ? Alors, un agriculteur, quand on arrive maintenant à des cheptels d'une centaine de vaches, par exemple, il faut en gros 10 à 15 mètres cubes d'eau par jour. 10 à 15 mètres cubes d'eau par jour, quand vous le prenez sur de l'eau potable, sur le réseau, quand on connaît le nombre d'exploitations en Bretagne, d'exploitations agricoles, si tous les agriculteurs de Bretagne devaient un jour se raccorder sur le réseau d'eau publique, c'est le réseau d'eau publique qui tombe, qui s'écroule. Parce que il y a tellement de producteurs, il y a tellement de consommateurs d'eau souterraine qu'il y a une diversité des réseaux. Bon, vous allez nous expliquer justement parce qu'il y a les eaux de surface, si j'ai bien compris, et les eaux en profondeur. Mais tout ça, on en parlera tout à l'heure parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et parce que la foreuse n'attend pas. Ah non, il faut y aller. Vous allez me prêter un casque de chantier, parce que je suis le chef de chantier en herbe. Que vous recrutez aussi d'ailleurs. On recrute. Mais ça, on en reparlera aussi tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure, Evan. On va poursuivre aussi la discussion sur notre plateau. Nos invités aujourd'hui, Marie-Pascale Delhomme, administratrice de l'association Eau et Rivières de Bretagne, membre de la Fédération Bretonne Nature Environnement. Ange-Marie Desbois, bonjour, responsable acteurs locaux à l'ALEC du Pays de Rennes. C'est l'agence locale de l'énergie et du climat. Et enfin, Olivier Brunner, chef de service collectivité et industrie à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Bonjour à tous. Avant de vous entendre, on va regarder un tour d'horizon des enjeux autour de l'eau. C'est trop bête d'arroser avec de l'eau potable. T'as raison, faut faire autrement. Depuis plusieurs années, les épisodes de sécheresse s'enchaînent. Chaque été, toujours plus de départements sont confrontés à des restrictions d'eau. Le dernier mois de juillet a été le plus sec depuis 60 ans. Et ça ne va pas s'arranger. Les scientifiques sont formels, le réchauffement climatique va entraîner une raréfaction de l'eau. Les rivières devraient connaître une diminution de leur débit
de 10 à 40% à l'horizon 2046-2065. Pour éviter le gaspillage, qui n'est pas écolo et qui fait mal à notre porte-monnaie, le mieux, si possible, c'est de récupérer l'eau de pluie. Un choix pertinent quand on sait que nous consommons 143 litres d'eau potable par jour et que seulement 7% de cette eau est utilisée pour boire et pour la préparation des repas. Or, on estime qu'il est possible de récupérer 600 litres d'eau de pluie par mètre carré de toiture chaque année, soit quelques 60 000 litres pour une maison individuelle de 100 mètres carrés au sol. De quoi largement arroser le jardin, alimenter le ballon d'eau chaude, les WC, etc. Alors, on se mouille ? Alors, il faut savoir que les Bretons font partie des plus économes en France sur la consommation d'eau, selon la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Comment on explique cette tendance, Olivier Brunner ? On explique cette tendance parce que l'eau en Bretagne est une ressource rare et chère et précieuse. Et donc, il convient d'ailleurs on le détaillera dans quelques minutes, par une multiplicité de procédés, de l'économiser, cette ressource. On l'a vu dans votre reportage, les forages sont importants, mais la grosse partie de l'eau potable distribuée à la population bretonne vient des rivières. Et ces rivières, dans le cadre d'un contexte de changement climatique, effectivement, on aura des tensions de plus importantes en quantité, mais aussi en qualité d'eau. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, on fait partie des régions où on est le plus réticent à boire de l'eau au robinet. Comment on explique cela, oui, alors, Madame Delhomme ? Je pense que c'est historique. En Bretagne, on a été sûrement la première région à être impactée par des pollutions, notamment des pollutions au nitrate. Et dans les années 90, on avait un tiers des captages qui étaient soit pas potabilisables, soit qui distribuaient une eau trop nitratée, et c'est resté dans les mémoires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens restent réticents à consommer d'eau potable, alors que, je dirais, 99,8 ou 8,9% de l'eau distribuée aujourd'hui est en dessous des seuils, et donc est tout à fait buvable et de bonne qualité. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'on soit une région agricole ? Alors, ça peut impacter oui, parce que la pollution par les nitrates, c'était essentiellement lié à la problématique d'excès de nitrates, d'excès d'azote, parce qu'on a une pression d'élevage très importante en Bretagne. Ça a été montré dans le reportage tout à l'heure. Si tous les agriculteurs, tous les éleveurs se reliaient au réseau pour abreuver leurs troupeaux, le réseau d'eau potable n'y suffirait pas. À ce propos, je rajoute que l'agriculture est sans conteste le secteur qui consomme le plus d'eau. Cela représente 70% de la consommation d'eau. Alors finalement, est-ce que la qualité de l'eau en Bretagne est-elle bonne, Olivier Brunner ? Alors ça dépend de quelle eau on parle. S'il s'agit de l'eau potable, ça a été dit, on a des publications à travers le ministère de la Santé. L'Agence régionale de santé publie chaque année les résultats. Et effectivement, en Bretagne, aujourd'hui, on a une eau à 99,7-8% de qualité. Des efforts très importants ont été faits sur les nitrates. Pour l'Agence de l'eau, je dirais que l'étude est plutôt aujourd'hui sur des produits phytosanitaires, les pesticides. Pour les nitrates, on raisonne en milligrammes par litre. Je ne veux pas être trop technique, avec une norme à 50 milligrammes par litre fixée par une directive européenne qui est globalement respectée, et de plus en plus par les efforts qui sont faits par l'ensemble des usagers, notamment du monde agricole. Mais les phytosanitaires nous posent aujourd'hui des inquiétudes, et nous ne sommes pas sur des concentrations en milligrammes par litre, mais en microgrammes par litre, c'est-à-dire 1000 fois plus faibles. Et donc, c'est des éléments qu'il faut surveiller avec grande vigilance. Pour les rivières, on est encadré par une directive européenne de 2000, qui est la directive cadre sur l'eau, et qui fixe des objectifs très ambitieux, puisque au-delà des paramètres physico-chimiques, on s'intéresse aussi à la biologie, à la vie dans les cours d'eau, à la continuité écologique, qui est un vrai sujet. Et là, les résultats ne sont pas très bons. Et l'Europe nous a fixé des objectifs très ambitieux, et pour être tout à fait franc, on a du mal à les obtenir. Donc les efforts sont encore devant nous. Alors, il y a la qualité, mais aussi la quantité qu'il faut surveiller. Alors, manque de bol, aujourd'hui, il pleut. On a eu un été très chaud, un été sec. D'ailleurs, l'Ille-et-Vilaine a été placée en seuil d'alerte sécheresse. Quel problème ça pose dans notre région, Madame Delhomme ? Je dirais que le problème est le même dans notre région que dans toutes les autres régions de France et même au niveau mondial. C'est que les changements climatiques modifient notamment les régimes de pluviométrie. Et comme on l'a dit tout à l'heure en Bretagne, l'essentiel de nos captages pour l'eau potable sont de l'eau de rivière. Donc l'eau de rivière, pour nous, elle est issue des eaux de pluie. Donc modification du régime des eaux de pluie égale une modification des débits et donc de la possibilité de capter de l'eau. Et donc on a des risques avérés de rupture ou de rupture au robinet, de coupure d'eau ponctuelle.
C'est un enjeu climatique, Donc, c'est un enjeu défi pour le climatique. 21e siècle. Voilà, c'est un défi pour tout le monde et la Bretagne n'est pas épargnée. C'est pas parce qu'il pleut en Bretagne, c'est ce qu'on il pense pleut souvent. moins que dans beaucoup d'autres régions de France. Et notre problématique, c'est qu'avant l'eau, elle était répartie un peu sur toute l'année et que de plus en plus, elle est, vous le voyez bien, avec des périodes très importantes en matière de pluviométrie et après plus rien pendant des mois et des mois. Alors justement, on va parler maintenant des astuces pour économiser l'eau. Alors il faut savoir que le premier poste de consommation d'eau chez les particuliers, eh bien, c'est la salle de bain. Comment on peut faire des économies, Marie-Ange Desbois ? Alors, justement, vous m'aviez demandé de venir avec des accessoires qui allaient permettre d'illustrer... Je vous ai appelé Marie-Ange, Ange-Marie, excusez-moi. Je me trompe tout le temps, excusez-moi. Alors, donc, dans la salle de bain, le poste le plus consommateur d'eau, c'est le poste douche, puisque en sortie de robinet, enfin de douchette, on est à peu près à 15 litres par minute. Donc, si on peut faire un petit calcul très simple, une personne qui va rester 10 minutes sous la douche, c'est 150 litres. C'est l'équivalent d'à peu près 16 packs d'eau, c'est juste... énorme, ouais. C'est énorme. Alors j'ai pris 10 minutes parce que c'est un calcul très simple à faire. Et c'est très courant aussi malgré tout, parce que 10 minutes, ça passe vite. Oui, tout à fait, exactement. Donc il existe déjà sur la partie distribution d'eau des équipements performants qui permettent justement de réduire les débits d'eau en sortie de douchette et qui n'impactent pas du tout le confort. On va préserver un bon confort de lavage et de rinçage. On peut facilement passer sur des douchettes d'à peu près 9 litres par minute. Donc on fait un bon tiers d'économie déjà sur la douche. D'accord. Et on peut aussi prendre accessoirement des douches plus rapides. Ça, il faut le dire aussi. Eh bien, exactement, c'est la bonne transition. Pour les récalcitrants, il existe des petits accessoires comme ça, assez ludiques, où on a justement, c'est le principe du sablier pour les œufs à la coque, on a 5 minutes de sable. Et donc ça va encourager ceux qui ont tendance à rester trop longtemps sous la douche à y passer un peu moins de temps. Ça peut servir. Ça peut servir. Et justement, les réducteurs d'eau et les mitigeurs, ce sont des systèmes qu'il faut généraliser en fait finalement à toute son habitation. Exactement. Donc on retrouve des petits accessoires à mettre en place. Donc là c'est pareil, on a des petits mousseurs comme ceci. On en parlait tout à l'heure, on est tous équipés de petits mousseurs. Donc ça c'est des petits accessoires qui valent 3-4 € dans les maisons de bricolage et qui permettent du coup, on les plug. Exactement, on dévisse l'embout, on enlève l'ancien mousseur ou l'ancien aérateur et puis on met ensuite un mousseur hydroéconome. Il y a d'ailleurs à ce sujet des vidéos sur le site Ecodo de la collectivité eau du bassin rennais qui montrent comment mettre en place un mousseur, une douchette, un réducteur de débit, des systèmes pour les toilettes également. Alors on va écouter maintenant le témoignage d'Élodie. Il y a 6 mois, nous avons décidé de changer notre mode de consommation, à commencer par l'eau potable. Nous avons donc installé des toilettes sèches dans notre maison qui fonctionnent avec de la sciure de bois. Le tout est composté et au bout d'1 ou 2 années, tout retourne au jardin. On ne voyait pas l'utilité de recourir à de l'eau potable pour transporter nos urines et nos matières fécales. Ce confort est démesuré alors qu'on sait que l'eau potable devient très précieuse. Alors on ne peut pas tous avoir des toilettes sèches dans notre appartement. C'est vrai qu'on se demande pourquoi aujourd'hui on arrive encore à aller aux toilettes avec de l'eau potable. C'est quand même assez étonnant. Comment, au XXIe siècle, on n'a pas réussi à trouver un système pour... La distribution de l'eau en France, historiquement, a été conçue comme ça pour éliminer la pollution et la rejeter au cours d'eau. Il est vrai que tous les immeubles, les habitations n'ont pas été conçus avec un double réseau, qui apporterait d'ailleurs vraiment un surcoût en termes d'investissement. Et peut-être que les 4 € du mètre cube moyen payé, un mètre cube, c'est 1000 litres d'eau. C'est 1 tonne d'eau qui arrive à domicile chez le particulier, n'était peut-être pas suffisamment incitatif pour qu'effectivement les doubles réseaux soient construits systématiquement dans les habitations. Mais votre reportage l'a bien dit, aujourd'hui, seuls 3-4% de l'eau potable est utilisée finalement pour l'alimentation ou l'hydratation. C'est très peu. Et donc, effectivement, un certain nombre de procédés se développent aujourd'hui pour économiser l'eau, puisque les petites rivières font les grands fleuves. Et justement, Ange-Marie Desbois, quels moyens il existe pour limiter le besoin d'eau sur nos systèmes de chasse d'eau, par exemple ? Alors, sur les systèmes existants, on a des solutions comme celle-ci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un éco-sac. Le principe, c'est, les anciens d'ailleurs avaient déjà mis en place ce genre de solution. Comment ? Ça ressemble à une gourde presque. Exactement, c'est une gourde souple. C'est ça, où on peut mettre de l'eau dedans. Et les anciens mettaient des briques en fait, dans les réservoirs pour réduire les volumes d'eau dans les réservoirs.
réservoir. Et donc à chaque chasse d'eau, des litres d'eau en moins à partir. Bon, et c'est après, quelque chose qu'on peut utiliser chez soi? C'est des choses qu'on peut utiliser chez soi, donc ça s'accroche à l'intérieur du réservoir. Ça permet de limiter le volume d'eau qui va partir à chaque chasse d'eau. Et donc sur des chasses d'eau, sur ancienne génération, on est sur du 9 litres ou 12 litres qui peuvent partir à chaque chasse d'eau. Et bien on enlève 2 litres à chaque fois par exemple, ou on peut en mettre 2. Exactement, c'est pas mal. Donc ça c'est les solutions les plus classiques. Et puis autrement, aujourd'hui on a des systèmes de toilettes qui permettent d'avoir des doubles chasses d'eau. Et les plus performantes, on est sur des 2-4 litres. Et donc c'est 2 litres pour les petites chasses d'eau et 4 pour les grandes. Mais là il faut changer le réservoir et la cuvette, puisque là on insiste. Voilà, tout est pensé pour optimiser les consommations d'eau. Alors nous avons maintenant une question d'Aurélie. Salut à tous, je souhaite installer des récupérateurs d'eau de pluie dans un premier lieu pour mon jardin et pour mes animaux. Mais je m'intéresse aussi à l'utilisation quotidienne que je pourrais faire de cette eau. Mais du coup, je me demande quel filtre utiliser et comment rendre cette eau potable et propre de toute substance chimique, notamment les perturbateurs endocriniens. Vaste question, Aurélie. Alors, comment rendre potable une eau que l'on a récupérée, Olivier Brunner? Alors j'ai bien peur d'avoir une réponse plutôt réservée par rapport à ce projet qui sur le principe est louable. L'eau pluviale, l'eau de pluie n'est pas une eau potable. L'eau potable, elle est très encadrée par une directive européenne et traduite en droit français. On a connu Pasteur, et donc on a une culture de l'hygiène très importante. Il faut savoir qu'en Bretagne, c'est pratiquement plus d'un demi-million d'analyses qui sont faites sur l'eau potable qui est distribuée aux particuliers. On dit d'ailleurs souvent que c'est le produit alimentaire le plus surveillé, ce qui est le cas. Donc j'ai peur de répondre négativement pour produire de l'eau potable. Ce serait trop complexe, notamment par exemple pour éliminer un certain nombre de substances, il faut chlorer, il faut des filtres très élaborés. Ça demande une vraie technicité. C'est pas pour rien d'ailleurs que la moitié du prix de l'eau qu'on paye à travers sa facture d'eau, c'est le prix du coût de traitement et puis de l'alimentation par le réseau de distribution publique. Mais par contre, pour d'autres usages, l'arrosage du jardin, ça a été cité, alimenter des animaux, peut-être nettoyer quelques éléments, je dirais, non nobles, c'est parfaitement possible. D'ailleurs, je crois, au niveau réglementaire, un décret ou un arrêté de 2015 qui précise des conditions, d'ailleurs, qui permettent effectivement pour quel usage l'eau pluviale peut être utilisée. Marie-Pascale Delhomme, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, elle peut être utilisée. Alors, c'était mis dans le reportage pour le chauffe-eau. Non, elle ne peut pas être utilisée pour le chauffe-eau. Elle peut être utilisée pour les toilettes, pour la machine à laver. Parce que pour le chauffe-eau, on peut l'utiliser pour cuire, on peut utiliser de l'eau chaude pour cuire, pour laver la vaisselle. Donc, on va l'avoir en contact. Or, notamment, par exemple, les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la température qui va les faire disparaître. Donc voilà. Mais ceci dit, c'est plus intéressant effectivement de récupérer l'eau de pluie pour arroser son jardin que de faire un forage. Parce qu'en Bretagne, voilà, l'eau est précieuse et l'eau qui va être utilisée dans un forage, on ne l'aura pas pour produire de l'eau potable. Voilà. Pour finir, à l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes, vous organisez un grand temps fort du 23 novembre au 6 décembre, le grand défi pour eau et énergie 2020. En quoi ça consiste? Il nous reste 45 secondes. D'accord, il faut faire court. Donc c'est le grand défi énergie et eau qui est organisé par l'ALEC. L'objectif, en gros, c'est sensibiliser les particuliers, mais aussi les collectivités qui participent à ce concours-là et les commerçants. Et l'objectif, c'est de les sensibiliser sur les économies d'énergie et d'eau, de leur donner des astuces. Ils vont participer à des ateliers. Et puis, on va pouvoir comparer leur consommation avant préconisation et après avoir reçu des astuces pendant ces ateliers-là. Donc on est vraiment sur l'objectif de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent changer leur façon de consommer, qu'ils prennent conscience. Et conviviale. Exactement, c'est tout à fait ça. En tout cas, merci à tous pour votre éclairage. On va repartir retrouver Evan à Ploire-sur-Rance. Et oui, Evan, chef de chantier avec son casque. Et par contre, pour les chaussures de sécurité, j'avoue que j'ai un peu... là, c'est pas marché, j'ai mis des chaussures neuves. Voilà, j'apprends. Voilà, bah oui. Jean-François, on est en train de commencer le forage. Expliquez-nous ce qui se passe derrière nous. Alors là, ils sont en train de faire un test de contrôle débit. Là, on est à environ une centaine de mètres de profondeur. Il y a l'eau qui va rejaillir tout à l'heure parce qu'on est en milieu fracturé, fissure. Donc on récolte toute la flotte dans toutes ces petites fissures. Et là, on va voir que la flotte remonte. Voilà. Ah mais ça y est. Mais vous percez jamais un puits de pétrole? Non, pas de pétrole en Bretagne. C'est dommage. Voilà. Parce que ça pourrait être plus... Ouais, ça c'est sûr que ce serait plutôt plus lucratif. Voilà le mot que je cherchais. Alors, expliquez-nous comment ça marche ce genre d'engin. Alors, ça s'appelle donc une foreuse. À côté, on a... Ah oui, d'accord. Non, mais faut le casque, hein. Donc, on a
Donc en Bretagne, on a du schiste et du granit. Donc c'est de la roche qui est très très dure. Je vais vous faire... c'est comme si on prenait une perceuse à percussion. Ouais. Une perceuse à percussion, on a tous utilisé. Il y a une rotation et une percussion. Donc quand vous faites un trou dans le béton, le trou il tient bien, le ferret il avance. Ouais. Et puis pour le vider, vous passez un petit coup d'air. Et là c'est exactement pareil, sauf que le ferret il est dans le fond. Il y a la percussion qui est dans le fond, ça s'appelle le marteau fond de trou, on est dans le fond du trou. Et on envoie de l'air pour tout sortir. C'est une perceuse à percussion améliorée. Et combien de temps vous allez mettre à finaliser le forage? Donc là, on a commencé hier après-midi, puis ce matin, on est arrivé à 100 mètres de profondeur, on a le débit, là, on va arrêter. Là. Et après, une fois que le trou est fait, pour le finaliser, ça se passe comment? Donc ça ressemble à une petite dalle béton avec un citerneau béton et ça s'arrête à ce niveau-là. On ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc c'est plus le bruit, je ne suis pas habitué moi encore. C'est pas le puits de ma grand-mère qui est hyper large. Les puits de la grand-mère, c'est des puits traditionnels, c'est des puits de grande profondeur, de grand diamètre, pardon, et de petite profondeur. Là, on est sur des puits petit diamètre en grande profondeur. Les puits de la grand-mère, donc c'est des puits d'eau de surface. Ouais. Et l'eau de surface, quand l'été, c'est là qu'il y en a le moins. Donc il faut aller chercher l'eau souterraine parce qu'elle est beaucoup plus constante en termes de production. C'est pour ça que souvent on dit les puits, mais en fait quand c'est en profondeur, de l'eau on en a toute l'année. De l'eau il y en a toute l'année parce qu'il y a beaucoup moins d'aléas climatiques avec de l'eau souterraine de profondeur que d'aléas l'eau de surface. L'eau de surface c'est de l'eau de rivière et puis on sait avec l'épisode de sécheresse cet été, l'eau de surface il y en a moins. Et là vous ne pourriez pas avoir de l'eau de source aussi pour boire dans une bouteille? On peut avoir de l'eau de source, on a fait quelques forages sur les eaux de Panquette. C'est des eaux souterraines de très bonne qualité. Oui, alors combien ça coûte un forage pour son jardin par exemple comme celui-ci? Alors pour irriguer son jardin, ce particulier il va avoir 7-8 000 €. Rentabilité 7-8 ans et puis pour un besoin agricole c'est un peu plus cher. Et rentabilité également 7-8 ans. Et vous vous chargez de toutes les démarches? Comment? Vous vous chargez de toutes les démarches? Voilà, on s'occupe de toutes les démarches administratives, réglementaires. C'est ça les vrais professionnels. Bon alors, on va continuer à travailler sur le forage. Moi je vais m'habituer un peu aux conditions de chantier. Et puis on se retrouve tout à l'heure avec des petites astuces pour vous aussi économiser l'eau et faire des économies en même temps. Vous allez voir, à tout à l'heure. Et fais attention de ne pas perdre ta voix. Tout à l'heure, Evan. Alors, comme chaque jour, on passe à notre chapitre emploi. Ce matin, on vous fait découvrir le métier de technicien d'analyse biomédicale. Marie revient pour nous sur son quotidien. Madame Besseron? Oui. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie Delmas, je suis technicienne de laboratoire. Pour la plupart des gens, on est juste là pour mettre un tube dans un automate, pour faire la prise de sang en effet, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Sauf qu'en fait, il n'y a pas que ça. Respirez fort, soufflez. Ouvrez la main. Derrière un tube, il y a un patient. Ce n'est pas juste un code barre, c'est un patient qui est souvent à l'hôpital qui ne va pas bien. Donc nous, à chaque fois, on fait notre maximum pour rendre le résultat le plus rapidement possible et de bien faire les choses. Et pourquoi vous faites ces examens? Dans le cadre de ma grossesse. D'accord. Alors en fait, j'ai toujours aimé le contact humain, j'ai toujours aimé le médical. J'aime bien prélever parce que j'aime bien avoir le contact avec les patients, que c'est pas juste à la chaîne. J'aime bien parler avec eux, pourquoi ils viennent, enfin voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quand j'appelle pour un résultat pathologique pour un bébé, tout de suite ça me fait quelque chose. Je me dis que voilà, faut que je transmette le plus rapidement possible au pédiatre pour qu'il puisse être traité. C'est une collègue qui, un soir, elle a reçu ce qu'on appelle un cléweur. C'est une urgence vitale, en fait. C'est pour savoir si le bébé saigne. Et elle a reçu ce prélèvement-là. Elle l'a analysé, il était positif. Et en fait, elle a appelé directement l'anesthésiste, qui a du coup fait une césarienne en urgence et qui l'a rappelé peut-être une demi-heure après en disant voilà, vous venez de sauver 2 vies parce que le bébé avait 4 d'hémoglobine et était en train de se vider son sang. Donc ça se finit bien. Il faut faire une double vérification sur l'identité de la patiente qu'on transfuse. Avoir le médecin en direct, c'est chouette aussi parce que voilà, lui il attend, il peut rien faire sans nous. Donc ça, c'est le côté où on se sent important en fait.
Et pour en savoir plus, nous retrouvons à distance Véronique Melchion. Bonjour, vous êtes conseillère Pôle emploi à Quimper. Alors, quelles sont les formations à suivre pour devenir technicien de laboratoire ? Bien, pour devenir technicien de laboratoire, il faut suivre une formation qualifiante et diplômante. Elle est obligatoire. C'est une formation de niveau Bac+2. Il y en a 3 différentes. Il y a le diplôme d'État de technicien en analyse biomédicale. Il y a également le BTS en analyse de biologie médicale. Et puis, vous avez également le DUT génie biologique avec une option analyse biologique et biochimique. Et dans quel type d'établissement peut-on espérer exercer ? Ce métier, il peut s'exercer à l'hôpital, dans le cadre aussi d'un secteur recherche, par exemple. Il peut s'exercer dans un laboratoire privé ou éventuellement dans l'industrie. Et à combien se situe le salaire dans le secteur ? Le salaire est environ de 2 000 euros pour un débutant. 2 000 euros. Et un dernier conseil pour ceux qui souhaitent postuler ? Les compétences requises, en fait, au départ, il faut être rigoureux. C'est important, il faut être très méthodique. Évidemment, il faut avoir un certain esprit d'analyse tout de même. Ça permet évidemment de trouver rapidement ce qui pourrait ne pas être conforme dans l'analyse qu'on vient de faire. Il faut également avoir une bonne communication orale et écrite parce qu'il faut être en capacité de produire des diagnostics avec ces analyses. Et puis, je dirais, on l'a vu dans le reportage, avoir un bon sens du relationnel avec les patients et aimer travailler en équipe parce qu'on l'a dit, c'est un travail d'équipe avec tout le corps médical. Est-ce qu'il y a des besoins au vu du contexte sanitaire que nous traversons ? Alors, des besoins, il y en a, bien sûr. Après, vous dire exactement combien en ce moment, je ne pourrais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir fait une rapide recherche autour de Rennes, dans un rayon de 10 km, on a aujourd'hui à peu près 12 entreprises qui recrutent ce type d'emploi. Donc pour toutes les infos, il faudra aller sur votre site internet. Merci beaucoup Véronique Melchion d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces infos. Avant de refermer cette page, un dernier conseil pour la route. Arthur Pertigos nous explique comment ne pas rater son entretien d'embauche, c'est important. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Comment bien commencer un entretien d'embauche ? Parlez-moi de vous. C'est souvent la première question en entretien. C'est aussi le sujet avec lequel on est le moins à l'aise. En entretien, l'adage se confirme, la première impression est souvent la bonne. Alors pour éviter d'être hésitant, fébrile ou paralysé par le stress dès le début, rédigez une présentation qui décrit vos atouts, vos accomplissements, mais aussi vos limites. Testez-la ensuite auprès de votre entourage. Est-ce clair ? Pas trop long ? Convaincant ? Il ne vous reste qu'à l'apprendre. À force de la répéter à voix haute, le jour J, vous prononcerez les mots naturellement. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour notre page emploi. Et même au sein du monde des entreprises, la solidarité s'invite de plus en plus dans les esprits. On s'intéresse aujourd'hui au mécénat de compétences. Explication à suivre tout de suite. Je donnerais bien un coup de main à une association, mais bon, après le boulot, ça fait beaucoup. Et c'est le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences permet à des salariés volontaires de se mettre gracieusement à disposition d'un organisme d'intérêt général, comme une ONG ou une association, pendant leur temps de travail et avec l'accord de leur employeur. Il en existe 2 formes, la prestation de service ou le prêt de main-d'œuvre. Ça peut aller d'une demi-journée par an à un poste permanent. Pour l'entreprise, c'est pas perdu. À la clé, une réduction fiscale de 60% du montant versé, dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires. Charlène s'est vue proposer par son entreprise une mission avec l'association Fed for Kids qui s'occupe de parrainer des enfants à travers le monde grâce à un moteur de recherche. Un vrai coup de cœur. J'avais à réaliser pour eux un logo et leur identité de marque, donc je me suis lancée, c'était super. Et aujourd'hui, j'ai tellement été touchée par leur cause que je leur ai proposé mes services en tant que bénévole. Et aujourd'hui, je fais donc partie de l'équipe et je les aide à monter ce fameux moteur de recherche. Voilà. Pour faire du mécénat de compétences et donner encore plus de sens à son travail, on se renseigne dans son entreprise pour voir s'il en existe et sinon, pourquoi pas, on en propose.
Et pour nous parler du mécénat de compétences, Ronald Brailly, président du Secours Populaire 35, et Xavier Leroux, salarié en mécénat de compétences pour la Croix-Rouge Ille-et-Vilaine, nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Xavier Leroux, vous étiez jusqu'à il y a 2 ans délégué hospitalier en oncologie pour l'entreprise pharmaceutique Pfizer. Comment en êtes-vous venu à faire du mécénat de compétences ? Eh bien, premièrement, je rentrais dans le cadre de l'âge qui était concerné et j'ai trouvé cette opportunité intéressante dans le sens où c'était un nouveau challenge de fin de carrière plutôt que de rester dans un confort, je dirais, de fin de carrière comme on pourrait le faire. Là, c'était l'occasion de prendre un virage et éventuellement de programmer également l'avenir. Et vous voyez cela comme une nouvelle aventure professionnelle ? Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. J'ai eu la chance, moi, entre autres, puisque donc, dans le cadre d'un mécénat de compétences, évidemment, c'est un dossier qui se monte avec un projet. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer et de faire le choix de la Croix-Rouge. Donc, j'ai rencontré une équipe, j'ai rencontré des hommes et des femmes, et avec un projet extrêmement séduisant et intéressant. Et oui, en effet, cette équipe m'a donné envie de sauter le pas dans une autre aventure. Et voilà, j'en suis très, très satisfait aujourd'hui. Et comment vous avez vendu, entre guillemets, votre profil à la Croix-Rouge ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire que je les ai rencontrés. J'ai proposé, donc déjà, ils étaient très surpris, puisque moi, je suis dans le cadre d'un mécénat de compétences à temps plein. Donc là, déjà, c'était une opportunité, évidemment. Je pense que... tout à l'heure, Monsieur Brailly nous en dira plus. Rebondira dessus. Donc c'est vrai qu'ils ont été très surpris de la démarche, en sachant qu'il n'y a pas de contrepartie financière. Et puis, toutes les associations ont des besoins. Il s'est trouvé qu'on a vraiment sur les missions qu'ils attendaient, moi je me suis retrouvé complètement, et mon expertise rentrait complètement là-dessus. Et ils m'ont donné cette envie, en effet. Et en même temps, vous changiez de monde entre l'oncologie et le bénévolat au sein de la Croix-Rouge, c'est... Grand virage. Grand virage. Absolument. Entre le caritatif humanitaire, je dirais, l'aide vers les plus démunis et dans les services, dans le cadre de l'oncologie, oui, gros virage. Alors vous aussi, au Secours Populaire, Ronald Brailly, vous avez des personnes qui suivent le parcours de Xavier Leroux. Vous croulez sous les demandes, c'est ce que vous me disiez au téléphone. Pardon, vous crouliez sous les demandes d'entreprises qui... Vous croulez sous les demandes. Non, effectivement, il y a pas mal de propositions qui nous sont faites, souvent par de grandes entreprises, qu'elles soient dans différents domaines, comment dirais-je, la banque, les assurances, l'énergie, etc. C'est vraiment des grandes entreprises qui peuvent d'ailleurs se permettre ce dispositif. Voilà. Et on a des propositions de temps à autre qui sont des opportunités très intéressantes pour nous. Dans la mesure où il y a un besoin. Il faut qu'il y ait un besoin spécifique, parce que autant nous appelons toujours avoir le plus grand nombre de bénévoles à nous rejoindre pour des missions très différentes. Là, lorsqu'il s'agit d'un mécénat de compétences, on fait appel justement à une compétence particulière, donc qui correspond à un besoin précis. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les besoins de l'association. Et justement, en ce moment, vous avez quelqu'un qui fait du mécénat de compétences au Secours Populaire. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Alors actuellement, oui, il aurait dû être là aujourd'hui. Mais il est en vacances. Qu'il se repose. Voilà. En fait, justement, c'est quelqu'un qui, dans le cadre de son activité professionnel, puisqu'il était... Il travaille chez AXA Assurance, c'est ce que vous me disiez, oui. C'était dans les domaines d'organisation, de logistique, etc. Et il réalise, pour nous, dans un premier temps, un audit sur le fonctionnement de l'association, parce que la fédération, les comités, etc., comme dans toutes les associations, il y a souvent des choses à améliorer dans le fonctionnement. Et donc, il prend en charge, justement, toute cette analyse et des propositions de réorganisation à faire en interne, à valider après, bien sûr. Et c'est une aubaine pour vous, parce que vous auriez dû mandater quelqu'un, payer quelqu'un, et là, c'est à titre gracieux, c'est ça ? C'est un avantage, parce que, d'une part, comme il faut appeler à une compétence, mais aussi à une disponibilité, parce que les bénévoles ne peuvent pas être disponibles 5 jours sur 7. Donc là, comme il s'agit de quelqu'un, d'un cadre salarié par son entreprise, bien sûr, là, ça nous permet d'avoir une disponibilité pour l'association, pour le Secours Populaire, à temps plein. Et Marie-Pascale Delhomme, vous nous disiez tout à l'heure que même à l'association Eau-et-Rivière, vous faites aussi appel... Oui, alors non, on n'a pas fait appel. C'est-à-dire qu'il y a eu une proposition d'un projet de mécénat de compétences avec notre fédération nationale, Fédération nationale pour l'environnement, et qui était pour faire de l'audit
au niveau des associations, pareil, de l'audit d'organisation, comment améliorer l'organisation, la gouvernance, etc. Et nous, dans ce cadre-là, on a pu bénéficier d'un temps sur 3 mois pour un audit d'organisation. Et vraiment, c'était assez intéressant. Et ça permet surtout d'avoir cette culture d'entreprise pour avoir un autre regard sur notre fonctionnement, puisque nous, on tourne sur notre... Et un regard aussi très professionnel. Et un regard très professionnel. Et aussi pour le salarié qui vient, d'avoir une ouverture sur le fonctionnement, le bénévolat. Nous, dans notre cas, sur le fonctionnement des associations environnementales. Voilà. Et justement, vous, Xavier Leroux, vous êtes à mi-parcours de votre mécénat. Si vous deviez dresser un bilan, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous vous trouvez changé? Oui, enfin oui, par rapport à ce que je faisais avant, évidemment, ça a beaucoup changé en sachant que dans les associations, on part sur un projet initial, en effet, et les associations ont beaucoup de besoins, de demandes, de niveaux de dispositifs se mettent en route, et puis, en effet, on s'aperçoit très vite que là où on disait qu'on va peut-être calmer un petit peu et rentrer dans un processus un petit peu plus calme que le monde professionnel d'où on vient, eh bien, on peut partir très vite dans un engrenage très intéressant, très enrichissant. Moi, aujourd'hui, à 2 ans, je dirais, en effet, de mécénat de compétences, moi, je suis extrêmement satisfait. Et voilà, je suis content de pouvoir continuer. Et si vous deviez nous résumer votre quotidien, qu'est-ce que c'est le quotidien Xavier Leroux à la Croix-Rouge, Ille-et-Vilaine? Le quotidien aujourd'hui, moi, je suis donc responsable communication, ressources et projets. Donc, ça veut dire que j'accompagne les délégations, puisque sur un département, il y a plusieurs délégations, entre autres, dans leurs projets. Je vais chercher également des finances auprès des mécènes. On essaye de trouver de nouveaux dispositifs pour les plus démunis, donc il y a parfois des idées. On va chercher des subventions. Je dirais aujourd'hui, on travaille avec les équipes, donc les contacts avec les pouvoirs publics, avec la municipalité, avec les autres associations. Donc oui, mon quotidien, il est rendez-vous, téléphone, réunion. Je vois Olivier Brunner très attentif depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vous donne des idées Vous connaissiez un petit peu? Non, enfin je découvre, c'est intéressant votre émission et votre titre d'émission, c'est Ensemble, c'est mieux. On est en plein dans le thème. À l'agence de l'eau, on a beaucoup de techniciens, d'ingénieurs, effectivement, qui pourraient arriver à un certain âge à apporter aussi leurs compétences. Sachant qu'on a beaucoup aussi d'étudiants qu'on reçoit en travers des stages. Voilà. Mais non, je trouve cet échange très riche, gagnant-gagnant, c'est très intéressant. Xavier Leroux, comment vous imaginez la suite après la fin de votre mécénat de compétences? Vous allez continuer à vous engager? Oui, alors moi je m'inscris sur un mécénat de compétences de 48 mois. Et donc évidemment, moi je suis rentré au sein d'une équipe aujourd'hui, j'ai trouvé mes marques avec les hommes, avec les équipes, avec les dispositifs, avec les instances autres, et je ne me vois pas évidemment demain arrêter. Alors peut-être sous une forme peut-être un petit peu moins haletante qu'en ce moment, quoique, mais dans tous les cas, oui, je continuerai sûrement, c'est évident. Ronald Brailly, rapidement, est-ce que vous avez des besoins dans le mécénat de compétences? Vous avez quelques secondes si jamais vous avez des idées. Alors, actuellement, je dirais, on n'a pas d'autres besoins particuliers. On a eu des besoins dans différents domaines, dans les domaines par exemple, du numérique. On a eu, par exemple, des grandes entreprises dans ce domaine-là. En fait, on ne va pas toujours les chercher. C'est ce que vous disiez, oui. Voilà, c'est souvent des propositions. On nous fait une proposition. Donc après, ça tombe bien parce qu'on a un besoin. Si on n'a pas de besoin, on va le dire, on ne va pas faire... Parce qu'il faut que la personne qui va être... qui va intégrer l'association... Un besoin précis, oui. Voilà, il faut que la mission soit clairement définie et qu'elle soit réalisée. Merci beaucoup. Va pas, comment dirait à tous les deux, merci d'être venus avec nous sur ce plateau. Et eux ont besoin de nous. Sachez que France Télévisions se mobilise ce jeudi 1er octobre sur toutes nos antennes en faveur du bilan. Un appel aux dons est lancé par la Croix-Rouge, notamment Tous Unis pour venir en aide au peuple libanais suite à l'explosion qui a dévasté Beyrouth le 4 août. On compte sur vous. Allez, on part retrouver Evan du côté de Plouer-sur-Rance. Dernière étape de ton immersion au sein d'Aquasis, Evan. Et oui, mon immersion dans le monde fabuleux du forage. Franchement, j'apprends plein de choses avec vous, Jean-François. J'ai une question. Il n'y a pas de risque de faire une fissure chez les voisins quand on fore comme ça à 100 mètres? Oui, il peut y avoir des risques, mais après, le risque, ça se maîtrise. Ça s'appelle la compétence de l'entreprise et on a des foreurs très expérimentés sur le sujet. Ah voilà, c'est là où c'est un métier comme souvent d'ailleurs. Voilà. Alors, votre métier, justement, il consiste à faire des puits chez des particuliers, comme on peut le voir derrière nous. Oui. Et vous travaillez aussi avec des agriculteurs, on le disait tout à l'heure. Et aussi, on le sait moins,
avec des collectivités, notamment pour arroser les stades de foot. Bah oui, parce qu'il y a dans toutes les collectivités, dans quasiment toutes les communes, il y a des terrains de foot. Ces terrains de foot, il faut les arroser pour que le gazon soit beaucoup plus souple. Donc le premier réflexe, c'est d'arroser avec de l'eau potable. Et puis arroser un terrain de foot avec de l'eau potable, à un moment donné, c'est un non-sens en période de sécheresse. Donc il y a des collectivités qui nous passent commande pour faire un forage d'eau, pour alimenter avec de l'eau souterraine. Ça, c'est malin, de l'eau de forte profondeur. De l'eau en forte profondeur. En forte profondeur. Et justement, en forte profondeur, on peut aussi aller chercher du chauffage, c'est la géothermie. Et c'est une autre application des forages. Le sous-sol est composé d'eau, mais il est aussi composé d'une masse calorifique énorme. Parce que le sous-sol est toujours constant qu'à 12 degrés de température, quelles que soient les conditions extérieures. Donc il faut imaginer une grosse pile de 12 degrés dans laquelle on pompe des calories ou de l'eau. Donc si on pompe de l'eau, ça s'appelle de l'aquathermie. Des calories, il y en a aussi dans mon bourrelet. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même chose, il n'y a pas forcément la même énergie. Donc les calories, soit on pompe de l'énergie avec de l'eau, ça s'appelle de l'aquathermie, ou on pompe de l'énergie en circuit fermé, ça s'appelle de la géothermie. Il y a une énergie qui est inépuisable en Bretagne. Bon, et alors, vous avez déjà plus de 3500 forages à votre actif, l'entreprise elle a presque 40 ans. Oui. Comment on appelle votre métier? Est-ce que c'est foreur, forain? Non, pas foreur. Et il faut avoir un diplôme particulier pour ça? Alors, c'est pas forcément. Il y a un CQP, c'est-à-dire un certificat de qualification professionnelle qui est délivré par un jury de professionnels. Mais pour entrer, pour être foreur, il faut d'abord être de la conduite d'engin, c'est du travaux publics, aimer d'être dehors. Et puis surtout être curieux parce que c'est un métier où on en apprend tous les jours. Et alors vous recrutez? On recrute. Mais quel profil? Idéalement un conducteur d'engin qui a envie de faire du forage. Bon, donc moi je ne vais pas passer l'entretien. Pourquoi pas? Non, probablement pas. Et très rapidement, pour les gens qui n'ont pas forcément la possibilité de faire un forage chez eux, il y a des gestes très simples, on en a parlé dans l'émission. Vous en auriez un, vous, à conseiller? Le premier geste, on met une petite citerne sous une gouttière et on remplit l'arrosoir, tout simplement. C'est de l'arrosage de bon sens, gratuit. C'est vrai. Et il y a aussi les petits mousseurs d'eau à mettre sur les robinets. On commence par ça. Ça permet de faire économiser 2/3 de son eau et ça c'est quand même pas mal. On fait des économies pour la planète et pour le portefeuille. Merci beaucoup Jean-François. Merci Evan. Enfanté, c'est tout pour aujourd'hui, le chantier continue. J'espère en tout cas que pour toi, le forage c'est clair comme de l'eau de roche, si tu vois ce que je veux dire. Super blague. Merci beaucoup Evan. À bientôt pour de nouvelles aventures. Que je m'en aille. Ouais, il faut que tu ailles te coucher, je pense. Ensemble, c'est mieux. C'est déjà terminé. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, retrouvez votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.